Bonjour à tous ou bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ou à quelle heure j'upload cette émission. Quoi qu'il en soit, normalement nous sommes lundi, je ne sais pas quel lundi, peut-être en plein mois d'août, peut-être qu'il fait très chaud, peut-être que vous êtes à nouveau confinés, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien et surtout, j'espère que vous êtes capables d'accueillir nos 3 chroniqueurs aujourd'hui, ils sont fantastiques. Je vous propose d'accueillir par ordre. Eh bien, pourquoi pas d'apparition. En premier lieu, Maxime, comment ça va Max aujourd'hui ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, moi je suis très fatigué, mais je vais donner toute mon énergie possible. Comme vous pouvez le voir, je parle extrêmement vite, mais on va quand même s'en sortir tous ensemble, vous allez voir. On va traverser ça ensemble. Avec nous, pour traverser justement cette épreuve, nous avons également Nicolas. Comment ça va, Nicolas ? Moi, je suis très très content d'être avec vous ce lundi. Eh ben c'est incroyable, c'est cool. C'est génial. Et on a avec nous également un petit nouveau qui a participé il y a 2 émissions en auditeur libre d'une certaine manière. C'est Romain. Comment ça va, Romain ? Ça va super bien. Cool. Tu nous as prévu une chronique cette fois-ci ? Ouais. Ouais. Une chronique béton. Une chronique béton, un petit teasing peut-être ? Absolument pas. Absolument pas. Ok, ça Si, va. bien sûr Eh ben c'est que pas si. grave. Non, mais si pas de teasing. Écoute, Ah bah on va voilà. pouvoir enchaîner direct. Je propose que Nico commence. Nico, tu veux nous parler un petit peu d'art, mais pas n'importe quel art. Alors ouais, tout à fait. Alors on va parler de sport et d'histoire, mais on va pas parler de l'histoire du sport ni du sport dans l'histoire. En fait, on va parler d'une pratique sportive actuelle qui concerne des disciplines anciennes et on va parler d'arts martiaux historiques européens. Donc en fait, ces arts martiaux historiques européens, c'est connu sous l'acronyme AMHE et du coup, on va voir un peu de quoi il s'agit exactement. Donc cet acronyme et ce nom, en fait, ça va désigner 2 choses. Déjà, ça va désigner l'ensemble des arts martiaux européens qui sont aujourd'hui disparus et la pratique actuelle de ces arts martiaux. Donc un peu la revivance de ces disciplines-là. Donc cette pratique, elle va être double, elle est à la fois sportive et historique, dans le sens de la recherche et de l'expérimentation. Est-ce que vous avez déjà une idée, est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent quand on parle d'arts martiaux historiques européens, là tout de suite ? La rapière ? Tout à fait. Effectivement, tout ce qui est Le escrime. combat médiéval. Ouais. Exactement. La lutte gréco-romaine ? Alors, pas vraiment, parce que ça fait partie du sport actuel. D'accord, ok. La savate. La savate non plus, c'est un sport qui est actuel. Faut vraiment prendre des sports Que ce qui soit ne... disparu, D'accord, ok. Voilà, bon, on va... Je sais pas, Est-ce que les tirs à l'arc anciens ou à l'arbalète anciens peuvent compter ? Alors, je pense... Pas un art martial crois en que- soi. ça existe, il y a le tir à l'arc à l'ancienne, mais je sais pas si ça fait partie de la discipline. En tout cas, ça peut être D'accord. super intéressant de se renseigner là-dessus. Donc moi, D'accord. pour ma part, j'ai une petite expérience d'1 année dans ce milieu, donc ça va être aussi l'occasion de vous faire un retour par rapport à tout ça, et on va recontextualiser, et je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Donc on connaît tous plus ou moins les arts martiaux orientaux, qui ont connu par la suite des branches sportives dès le début du XXe siècle, notamment ceux qui proviennent du Japon. Ça peut Ouais. être le cas du judo, qui est un sport qui dérive lui-même de la pratique martiale qui est le jujitsu, qui est devenu aussi depuis un sport également. On connaît également le kendo, qui dérive du kenjutsu, et etc. C'est ça pour pas mal de choses venant d'Asie. Donc tout ça, ça a participé à la conservation et à la mémoire de ces pratiques, ainsi qu'à leur diffusion et à leur reconnaissance sur l'échelle internationale. Elles se sont plus ou moins adaptées à l'époque contemporaine, en tout cas il y a toujours eu des gens qui s'y sont intéressés pour faire vivre ces pratiques sportives, et c'est même reconnu à l'échelle olympique, ce sont des disciplines olympiques. Mais ce qui va être intéressant, c'est que nous, on va se concentrer sur l'Europe. Et en Europe, on a aussi des sports qui sont issus de pratiques martiales anciennes, comme l'escrime sportive actuelle, qui est issue d'une longue tradition d'escrime par le passé, ou alors même des pratiques d'autodéfense, comme la savate, qui a à la base l'autodéfense et qui est un sport actuel. Mais c'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Quand on va parler d'arts martiaux historiques européens, en fait, on va chercher l'origine de ces pratiques, qui ne sont pas à la base sportives, mais bien militaires, et donc en lien avec une époque et une société donnée précise. Donc là, en l'occurrence, notre champ de recherche, ça va être l'Europe, et ainsi on va s'intéresser par exemple aux ancêtres de l'escrime, comme la pratique de l'épée longue, la pratique de la rapière, du sabre, mais aussi à d'autres armes qui sont plus du tout utilisées, comme les armes d'ast, ou alors certaines formes de lutte, le combat à cheval, etc. D'accord. Donc ça va poser un problème qui est que ça fait parfois plusieurs centaines d'années que les derniers maîtres d'armes, ils ont disparu, ils sont morts. Donc du coup, il y a tout un travail de recherche qui va être intégré au processus pour faire revivre ces disciplines-là. Et donc c'est là que les méthodes de l'histoire vont rentrer en jeu.
Donc l'histoire en tant que discipline, hein, pour rappel, c'est la compréhension des sociétés humaines par l'étude de sources, qu'elles soient textuelles, écrites, artistiques, iconographiques, etc. Et avec notre sujet d'étude, on va aussi se rapprocher des méthodes qui sont travaillées, exprimées dans ce qui est l'archéologie expérimentale. Pareil, petit rappel, l'archéologie, ça a les mêmes objectifs que l'histoire. Ce sont deux disciplines qui vont être intrinsèquement liées, mais pour l'archéologie, il va s'agir de l'étude des artefacts et des vestiges matériels. En archéologie expérimentale, on va chercher des solutions vraisemblables à des problèmes par rapport aux connaissances que l'on a de sites, de populations, etc. Et elles n'ont pas vocation à prouver quoi que ce soit, mais seulement à tester des hypothèses, à affirmer ou non leur plausibilité, afin de mieux comprendre un contexte donné, un contexte historique, archéologique. Donc vous connaissez sûrement la taille de silex, hein, je pense Oui. Marc, tu dois connaître un petit peu. Oui. L'archéologie expérimentale, aussi... c'est un grand truc en préhistoire en tout cas, parce que vu qu'on n'a pas de source Exactement, écrite, ouais. on est obligé d'expérimenter. Tout à fait. Voilà, comme exemple, j'avais aussi mis par exemple le déplacement de pierres mégalithiques. Pareil, ça c'est des choses qui sont testées dans l'archéologie expérimentale. Ça va être à peu près la même chose, en tout cas ça part de la même volonté pour les arts martiaux historiques européens, qui en plus d'apporter une pratique physique, sportive, va également participer à la recherche historique. C'est tout un programme, hein, comme vous le pensez bien. Donc au niveau des arts martiaux, on a la chance d'avoir un certain nombre de textes, d'écrits et de sources iconographiques, ce qui va vraiment faciliter la démarche de recherche, même s'il y aura toujours une part d'interprétation. En effet, à partir d'écrits, il va falloir retrouver des mouvements, des positions, et tout un tas de choses qui sont pas évidentes, tant pour un historien, si on se base du point de vue historien, que pour un escrimeur moderne. Donc il faudra vraiment trouver une position médiane, en fait, entre ces deux pôles. Donc cette part d'interprétation, elle va aller en grandissant si on remonte aux périodes pré-médiévales, où les sources écrites vont être de plus en plus diffuses, lacunaires, voire quasi inexistantes. Les méthodes de la pratique tiennent également compte des traductions des sources anciennes, de la reconstitution du matériel, et s'accompagnent toujours de commentaires sur les sources utilisées. Donc, dans les faits, un cours d'arts martiaux historiques européens, c'est pas un maître qui apprend à des élèves, mais ça va être plutôt des communautés qui vont se réunir, étudier et commenter des textes de manière collective, avant, pendant et après leur mise en pratique par l'exercice physique. D'accord. Donc avec son lot de retours critiques, de débats concernant la partie interprétative, parce que du coup c'est une chose de suivre les textes, mais c'est parfois un vrai défi que de les appliquer. Et à l'époque, les arts martiaux, c'est pas des livres hein, qui enseignent les arts martiaux, ce sont des personnes, des maîtres d'armes, dont c'est vraiment des spécialistes hein, du combat, c'est leur métier à ces gens-là. Donc du coup, on va reprendre un peu la base, qui vont être les traités qui parlent de ça, et qui vont se concentrer principalement pour les plus solides, hein, ceux où on a le plus d'informations, ça va concerner la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, qui va fournir une grande quantité de traités, que ce soit d'escrime, de lutte ou de combat à l'arme blanche de toutes sortes. Ils sont écrits pour les élites, donc souvent c'est des commandes, donc des seigneurs, des riches qui vont cette tradition en fait va durer jusqu'au 19e siècle, et les traités vont peu à peu être remplacés par des manuels qui vont être destinés directement aux armées et aux soldats, et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce qui constitue du coup la limite temporelle du champ d'étude des arts martiaux historiques européens. D'accord. Donc ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait on va avoir une période de 19e où va se côtoyer l'escrime sportive et l'escrime militaire. Oui. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait les deux vont diverger parce qu'en fait leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Pour ma petite expérience, moi j'ai commencé par la pratique de l'épée longue, donc l'épée à deux mains, celle des chevaliers, selon Fiore dei Liberi, un maître d'armes italien de la seconde moitié du XIVe siècle et du début du XVe siècle. Donc, à cette époque, il y a deux courants d'escrime qui vont se distinguer en Europe, l'école italienne, dont Fiore dei Liberi est le précurseur, et l'école germanique, dont les maîtres les plus importants vont être des maîtres d'armes aussi très très connus, comme par exemple Johann Lichtenauer, puis Joachim Meyer, qui va constituer vraiment la personnalité la plus importante de l'escrime au XVIe siècle dans le monde germanique. D'accord, ok. Donc ces trois maîtres d'armes sont à peu près les plus étudiés, je dirais, dans la pratique des arts martiaux historiques européens de nos jours. Donc ces deux traditions, italienne et germanique, elles vont dominer le monde de l'escrime européenne jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Elles vont présenter des similitudes, mais également des différences, notamment au niveau des techniques. Il va y avoir des techniques qui se retrouvent uniquement dans une tradition ou dans une autre.
La tradition italienne, par exemple, elle va donner naissance peu à peu au combat à la rapière, qui sera repris par la suite dans les traités français. On va parler d'escrime à la française, avec notamment l'usage du sabre aussi. Et ça va avoir une influence considérable au XVIIe et au XVIIIe siècle. Quant à la tradition germanique, elle va développer tout un tas de styles de combat très différents, avec des armes aussi qui vont être très différentes, qui vont des immenses espadons, donc qui sont des épées qui font plus de 2 mètres de haut, à des armes comme des grands couteaux, hein, qui s'appellent des Dussac, ou alors des Messers, qui sont des armes que l'on retrouve que dans le monde germanique, qui était assez friand d'armes blanches, hein, à l'époque... de la fin du Moyen-Âge. Donc l'influence de l'école germanique, elle va un petit peu décroître après le XVIe siècle, bien qu'il va quand même exister une tradition de rapière germanique. Donc on peut d'ailleurs citer, petite anecdote intéressante, on peut citer le peintre et graveur que vous connaissez probablement tous, hein, Albrecht Dürer. Je sais pas si ça vous parle. Là, comme ça, pas trop, je dois l'avouer, mais attends. C'est tapez Albrecht Dürer sur Google, vous allez tout de suite le connaître. Ah ben, il est venu direct. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Et bien c'est cet artiste, en fait, qui est un artiste de la Renaissance dans le nord de l'Europe, il a aussi écrit et illustré des traités d'escrime. Donc on peut, même s'il n'y a aucune source qui le démontre, on peut supposer que lui aussi était peut-être un maître d'armes, ou au moins un escrimeur suffisamment reconnu pour pouvoir écrire sur le sujet. Ouais. Oui, tu me diras, ça se tient. Mais retournons à l'Italie pendant notre fin du XIVe siècle et début du XVe. Donc Fiore de Liberi, il écrit un ouvrage, un traité qui s'appelle Fior di Battaglia, qui veut dire la fleur de bataille, et qui va être l'une des sources les plus riches et les plus anciennes sur le combat médiéval. En fait, ce traité, il le publie en 1404, donc ce qui est quand même assez tôt. Bon, pour la période médiévale, c'est assez tard, mais c'est vrai qu'au niveau des sources historiques sur le sujet, c'est quand même assez tôt. Voilà, cette partie n'a plus aucun sens. Donc en plus de l'épée longue, le traité il va parler aussi de la lutte, du combat à la dague, du combat au bâton, à la hache, à la lance, et aussi des techniques lorsque les combats opposent ces différentes armes. Donc ils vont par exemple nous apprendre à nous battre à l'épée contre une lance, à la hache contre un bâton, etc. Et comme la plupart des traités à cette époque, il s'agit d'une commande destinée à la noblesse, et même si ce livre il reste entre les mains des puissants, l'enseignement, lui, il va toucher toutes les couches de la société lorsqu'il s'agit de former des guerriers. C'est pour ça qu'on retrouve des soldats, surtout après la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, qui sont aussi issus des classes populaires. D'accord, ouais. Du coup, gardons en tête que le combat médiéval, il peut paraître assez brutal, mais que les techniques, notamment celles de l'épée longue, sont suffisamment subtiles et efficaces pour que l'essentiel ne repose pas uniquement sur l'usage de la force. Ce qui est un peu briser une idée reçue, parce qu'on s'imagine qu'une épée, une grosse épée à 2 mains, ça va être un truc assez lourd pour des gars costauds, mais en fait c'est une arme qui est assez légère. Une épée longue, ça pèse entre 1,5 kg et 3 kg. Donc c'est quelque chose qui est quand même plutôt très très maniable d'ailleurs, et assez léger. Dans la pratique des arts martiaux historiques européens, on utilise des épées en acier, en fer, mais on va, pour s'entraîner, utiliser des simulateurs, donc des répliques qui vont reproduire le poids, qui vont reproduire la forme de l'arme, qui sont en nylon. En fait, elles sont moins dangereuses et donc beaucoup plus adaptées aux séances d'entraînement. Avec une épée en acier, toucher un adversaire sans armure suffit la plupart du temps à le mettre hors de combat. Ce sont des armes qui sont très très dangereuses. Il existe également aussi des prises pour le combat rapproché, ou l'usage d'armes secondaires comme la dague, ce qui explique pourquoi les traités, en fait, ils vont pas parler d'une arme unique, mais de plusieurs styles d'armes différents, parce qu'un combattant accompli de cette époque, il doit savoir manier tout un tas d'armes pour pouvoir survivre à une bataille, simplement. Ce qui est relativement logique. Oui, c'est clair, mais c'est ça. Si on on va parler un petit peu du principe de l'épée longue. Donc le principe de l'épée longue, c'est d'allier en fait des mouvements qui vont être très précis, avec beaucoup d'agilité, tout en profitant de la forme de l'arme et de son allonge pour donner des coups d'estoc, ou alors des coups par exemple en couronné, c'est-à-dire des coups circulaires portés au niveau de la tête. Avec une main, en fait, on va tenir l'arme, et avec l'autre main, enfin souvent c'est avec la main gauche on tient l'arme, et avec la main droite on manie, enfin plutôt l'inverse d'ailleurs, ça dépend si on est gaucher ou droitier, et comme ça, on va pouvoir guider des mouvements de manière assez efficace. On peut même des fois saisir l'arme de son adversaire,
ou alors sa propre arme, on peut saisir la lame pour effectuer tout type de prise. Donc il y a des techniques qui sont très nombreuses et assez précises, et on peut imaginer que, vu que ce type d'arme a perduré quand même pendant des siècles, ces techniques ont su prouver leur efficacité à l'époque. C'est ce qui ressort aussi des traités. Donc son seul désavantage à l'épée longue, je dirais, ce serait la longue formation nécessaire pour être efficace au combat. En effet, si moi j'ai une épée longue et que mon adversaire aussi, ça va être souvent le plus expérimenté des deux combattants qui va remporter le duel. Donc il est à noter que certains traités développent aussi l'usage d'outils agricoles en tant qu'armes. Donc on peut noter des traités qui parlent de faux, de faucilles, de fléaux, mais vraiment les outils agricoles, pas des armes de combat. Et du coup ça peut paraître étrange, mais si on repart un peu dans notre contexte de la Renaissance, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, ça prend sens parce que en fait on a les guerres d'Italie notamment. L'Italie, c'est là où on a pas mal de maîtres d'armes, et les guerres d'Italie sont faites souvent par des mercenaires, ce qui est coûteux, pas forcément pratique, et entraîner la population locale peut présenter des avantages qui sont certains dans le cas de guerre. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des maîtres d'armes qui se sont penchés sur la question, et pour former un peu la populace, ils ont pris en fait les outils qu'ils avaient pour en faire des armes. D'accord. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Ah, finalement, c'est assez logique vu qu'on envoie des grouillons, puis en plus de ça, limite, ils prennent leurs armes chez eux, quoi. Oui, c'est ça, Ça c'est fait ça. des économies. Exactement, mais tout à fait, c'est exactement ça. Si vous avez faut vu, réfléchir. si vous avez lu le Prince de Machiavel, par exemple, il y a tout un chapitre où il fait un peu la critique de l'usage du mercenariat, et il va vanter les mérites d'avoir une armée qui vient bien de chez soi et recrutée parmi sa population. Ceci étant dit, j'ai également pratiqué, donc pas uniquement l'épée longue, parce que c'est quand même, c'est très cool, mais je voulais aussi voir un peu ce qui se faisait, et j'ai pratiqué aussi le sabre, selon la méthode d'Alfred Hutton. Alfred Hutton, c'est qui ? C'est un officier et un escrimeur anglais du 19e siècle, et du coup, j'ai étudié son traité qui s'appelle Cold Steel, donc publié en 1889. Donc la démarche de Hutton, elle est assez singulière, puisqu'en fait on peut considérer le personnage lui-même comme une figure un peu fondatrice des arts martiaux historiques européens, bien qu'il ait vécu au 19e siècle. En fait, en tant que militaire, il va chercher à rendre accessible le combat au sabre pour former facilement les soldats de la reine, et du coup pour ce faire, en fait, il va se plonger dans les traités anciens et réaliser une importante synthèse de l'escrime telle qu'elle fut pratiquée depuis le Moyen-Âge, donc depuis les maîtres italiens et allemands. Et du coup, il s'agit d'une grosse démarche de recherche qu'il va faire afin de tirer le mieux de tous les traités combinés et les allier en fait à la pratique contemporaine de l'escrime de son époque. Le truc c'est qu'avec sa mort en 1910, personne va vraiment reprendre le flambeau de son travail et du coup il faudra attendre le développement des arts martiaux historiques européens tel qu'il est pratiqué aujourd'hui pour avoir une démarche similaire. Je sais pas si on peut dire que c'est un précurseur, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui était dans ce truc, dans l'escrime ancienne, parce qu'il a accumulé énormément de choses dans ses recueils et ses traités. Et d'ailleurs sa connaissance des styles anciens était si impressionnante à l'époque qu'il va aller jusqu'à conseiller des acteurs de théâtre pour rendre les scènes de combat plus réalistes lors des pièces. Ouais, c'est assez fou, il a formé des acteurs. C'est fou ça. C'est un peu Finalement, comme ça si, ressemble pas mal maintenant aux gars qui les entraînent acteurs de maintenant, quoi. les escrimeurs. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un peu le même délire avec les gens qui entraînent Star Wars, les gens les mecs qui ont entraîné qui pratiquent le kendo, qui vont entraîner les mecs. C'est clair. C'est trop classe. C'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, il va aussi participer à l'essor de l'escrime sportive, qui est vraiment en pleine ébullition à l'époque. Donc dans son traité Cold Steel, il va présenter en fait une combinaison des méthodes françaises et anglaises de la pratique du sabre, telle qu'elle est pratiquée depuis le XVIIIe siècle, et des méthodes de duel développées en Italie. Donc le manuel, il se veut très exhaustif. En fait, il y a beaucoup d'exercices, il y a aussi un historique sur l'escrime, il y a des descriptions qui vont être très précises, et aussi des illustrations. En fait, tout est très facile à comprendre, même si l'anglais qu'il utilise, il a un peu vieilli. Des fois, on peut se demander le sens de certains mots, mais en fait, ça reste accessible. En fait, c'est pratiquement une méthode clé en main pour se battre au sabre, un Cold Steel. Je vous recommande de jeter un œil si ça vous intéresse. L'avantage, c'est que tous les traités dont je parle depuis le début, en fait, ils ont été pour la plupart numérisés et ils sont accessibles en libre accès sur Internet. Donc, vous pouvez télécharger des PDF et voir aussi les images. Des fois, ça peut être assez marrant. Du coup, on va retrouver des manuels équivalents qui circulent dans les écoles militaires à la fin du 19e et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Et d'ailleurs, moi je me rappelle avoir consulté aussi des manuels des années 1900 qui sont destinés à l'armée américaine ou à l'armée française, hein, notamment pour la cavalerie. C'est des choses qui étaient en usage, hein. Et bon, après 1914, ça n'existe plus, on se bat plus au sabre, hein, dans l'armée, mais c'est assez marrant de voir que les soldats ont été formés jusqu'à assez tard, hein, mine de rien. Donc le principe du sabre, il va reposer sur plusieurs facteurs. C'est d'abord une économie en fait de mouvement qui est facilitée par le design même de l'arme, ce qui permet des assauts et des repositionnements très rapides, notamment grâce au mouvement du poignet qui est d'ailleurs protégé, hein, le plus souvent. L'arme, elle est très légère, on est sur 750 grammes, 1 kg à peu près, donc c'est vraiment vous portez ça comme un bâton, et ça reste facile à enseigner. Le tranchant d'un sabre, c'est mortel, ça cause des blessures atroces, ce qui en fait une arme extrêmement dangereuse, hein, d'ailleurs, et son usage, il va être généralisé dans toutes les armées européennes depuis le XVIIIe siècle. Il y a pas photo, je pense que c'est une arme qui a prouvé aussi son efficacité, hein, sur le champ de bataille. Et Hutton, d'ailleurs, il va théoriser le combat aussi à la baïonnette, hein, et former des officiers et des soldats tout au long de sa vie. Donc voilà, ma chronique va toucher à sa fin, donc on a vu la pratique des arts martiaux historiques européens et une partie de son histoire. On a fait qu'effleurer le sujet, c'est un sujet qui est très 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 vaste, mais je voulais qu'on aborde certains sujets avec vous, enfin je voulais aborder des trucs avec vous, et notamment dans la fiction, la culture populaire, les techniques d'escrime ou de combat anciens sont souvent sujettes à fantasmes, à des idées reçues et à des préjugés. Donc du coup, je voulais en profiter pour lancer des mini-débats. Je me suis posé quelques questions, je les ai écrites, et pourquoi pas remettre en question des visions romantiques et fantasmées qu'on a du sujet. Première question, est-ce que vous avez des visions fantasmées ou stéréotypées des combats anciens ou des schémas préconçus? Alors évidemment que oui, j'imagine. Le cinéma faisant, la culture, on va dire... faisant, bah évidemment quoi. Bah je pense que oui, je pense clairement que oui, spécialement pour ce qui est du combat médiéval avec le Seigneur des Anneaux ou tous les films d'heroic fantasy où on se bat pas du tout comme ça à chaque fois. Ouais. Oui, avec pour exemple, voilà, c'est normalement une épée, elle s'émousse finalement assez vite avec le sang, tout ça, machin. C'est pas un gars, il va buter à peu près 40 gars dans une bataille avec toujours son épée qui coupe aussi bien. C'est vrai. C'est ça, et puis surtout c'est très fatigant, enfin... Après, c'est vrai qu'il faut remettre en contexte. Je pense que quand c'est ton boulot de tuer des gens, tu dois avoir plus d'endurance. Ouais, mais c'est vrai que souvent... Comme tu disais, 1 à 3 kilos, alors effectivement, ça va au départ, mais à mon avis, tu bazardes ça pendant 3 heures. Plus le combat dure longtemps, plus ça va être à celui qui va faire une erreur qui va se prendre des coups. Bah, surtout qu'on parle du poids de l'arme, il y a aussi le poids des armures, des cottes de mailles, des machins comme ça aussi, quoi. Tout à fait. Alors, le combat en armure, d'ailleurs, c'est pareil un peu une idée reçue. Une armure complète en plaque, ça pèse maximum 20 kilos. C'est assez... Oui, d'ailleurs, il y avait eu un test il y a pas longtemps, je crois, où ils avaient testé qu'un mec en armure arrivait plus facilement à faire un parcours de militaire qu'un militaire avec son pactage actuel. Ah ouais? Ouais. C'est marrant, effectivement. C'est combien un militaire à peu près? Bah du coup c'est plus de 20 kilos, ça doit être 40, la plupart du temps, ouais, c'est 20-30. Enfin après c'est le pactage qu'ils font justement pour qu'ils en chient, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est pas... Parce que le gars, il part 2 jours dans une ville de Norvège, ils vont pas lui mettre un pactage avec les trucs pour le réchaud, je sais pas quoi. Oh, ben voilà, c'est un exemple. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est le truc un peu... C'est clair. Non mais c'est ça, c'est 20 kilos. J'ai un pote qui fait du combat médiéval et il me disait c'est à peu près 20-25 kilos l'armure et c'est ça qui est le plus lourd à porter, pas l'arme. Ouais, c'est ça. Et se mouvoir avec quand t'es sur le sol et que tu veux te relever, c'est pas si facile que ça. Bah non, ça fait quand même un poids supplémentaire, quand même pas mal, c'est sûr. Il y a une vidéo où c'est deux mecs en fait qui se battent en armure avec des méthodes de combat médiéval. C'est assez intéressant à voir parce que tu vois que t'as quand même une certaine liberté de mouvement et on est loin de l'image un peu d'Épinal de la grosse carapace bien sûr, qui te maintient sur place. Alors, est-ce que c'est des Russes? Je sais plus, je ne sais plus du tout. Parce que apparemment les Russes dans le combat médiéval c'est des espèces de malades, ils se battent avec armes blanches bien émoussées, enfin bien aiguisées et sans avec très peu d'armure. C'est très dangereux. Ouais, je pense que... Non mais en même temps, quand dans ton pays la vodka finalement c'est plus facilement buvable que l'eau, effectivement on peut s'attendre à une certaine dose de recklessness, on va dire. On parle bien de stéréotypes. Oui, c'est parfait.
Et du coup, j'avais d'autres questions. Ouais, est-ce que vous pensez qu'il y a des styles de combat qui, dans l'histoire, sont supérieurs à d'autres? Et pourquoi aussi on aime tant les oppositions qui sont complètement absurdes, hein, comme par exemple des samouraïs contre les chevaliers, des vikings contre des pirates, des ninjas contre des égyptiens, ou je sais pas quoi. Parce que tout le monde, il aime bien dire que non, mais moi, mon truc, il est meilleur que le tien. Je pense au jeu For Honor, je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Non. Il y a Chevalerie aussi qui est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est fun en fait. Mais surtout que ça a aucun sens. Tu sais que ça se passera jamais et en fait, du coup, y a ça aussi. Il y a le côté fun de se dire ah tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne un chevalier contre un samouraï. Mais effectivement, genre il y a pas lieu de dire lequel est meilleur par rapport auquel parce qu'ils ont été inventés pour lutter contre quelque chose. Donc si on les fait lutter contre autre chose que ce pourquoi ils ont été créés, bah forcément c'est pas le plus adapté. Mais c'est tout à fait ça, un style ça se développe autour d'un contexte précis. En fait, c'est comme tout dans l'histoire, tu peux pas enlever le contexte. Ce serait comme dire tiens, je vais faire affronter Gengis Khan contre Hitler quoi, tu vois, enfin c'est pareil. Ouais, ça n'a pas de sens. Quoique moi je payerais pour voir ça, honnêtement. C'est clair. Gengis Khan avec juste ses gosses et contre. Non mais tu vois l'armée entière de Gengis Khan contre juste une Panzer Division, tu vois, pour voir ce que ça donne. Waouh. Je pense que c'est la Panzer Division qui gagne. La Pologne l'a prouvé, mais. Ouais, je pense. Ouais. Mais il y a quelques œuvres qui sont parties un peu de ce principe-là. Donc il y a un manga qui me vient en tête où justement c'est l'armée japonaise qui va globalement dans un monde d'heroic fantasy. Et du coup d'un côté ils ont des tanks et de l'autre ils ont des lances. Tout a déjà été fait, c'est incroyable. Forcément ils se font un peu marave. Mais du coup c'est pas rigolo parce que c'est littéralement un massacre. Donc alors des fois oui c'est vrai que c'est tellement énorme et tellement archétypal que ça en devient absurde et un peu spectaculaire. Je pense aux jeux vidéo aussi, Soul Calibur, par exemple, la série des Soul Calibur. Moi, je la trouve géniale, mais c'est vrai que ça oppose des styles de combat, mais tout est démentiel. Sans parler de la physique des implants mammaires de ces héroïnes, oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas très très réaliste. Enfin, il faut dire aussi quand on se bat à l'épée, il y a beaucoup moins d'étincelles rouges et violettes dans tous les sens. Mais oui, c'est ça. C'est vrai que quand on enlève... Il y avait pas un jeu comme ça sur PC qui allait sortir ou qui va sortir qui voulait faire un combat médiéval vraiment très fidèle? Si, on en a déjà parlé ici, c'est Kingdom Come. Qui se veut se rapprocher le plus près de ce qu'était réellement le Moyen-Âge, en tout cas en Europe de l'Est. Bah, il est sorti, je crois. Ouais. Et apparemment il est pas mal. Alors après bon faut aimer faut aimer, tu sautes d'une mauvaise pierre, ah mince ma cheville. C'était un débat qu'on avait eu justement c'est dans l'épisode est déjà sorti d'ailleurs, c'est l'épisode 5 qu'on a fait avec Jules où on parlait de merveilleux scientifiques et où il avait posé la question suivante à un moment donné de est-ce que vous accepteriez de jouer à un jeu qui est extrêmement réaliste ou non, ce à quoi moi je me souviens avoir répondu dans une certaine mesure parce qu'en fait à la base on jouait à un jeu pour du fun et si au bout d'un moment ça devient juste Medieval Simulator ou Samurai Simulator, peut-être que ça retire l'intérêt. Ça autant le faire en vrai plutôt que dans un jeu vidéo du coup, quitte à faire de la simulation. Mais vu le succès de certains jeux du genre agriculteur simulator ou conducteur de train simulator ou autre, on se dit que il y a quand même un public. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a quand même un public, mais la question, mais je sais que moi je ne fais pas partie de ce public là, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas moi non plus. Je préfère quand c'est simple et que j'ai un combo à faire et ça tape et c'est pas grave, c'est pas réaliste quoi. Et on clique le plus de fois sur le bouton de la souris pour... après, c'est plus, ce qui est plus exact de dire, c'est que on a envie d'avoir une sensation de réalisme, mais sans avoir tous les trucs chiants. Je pense que c'est très bon très bien. Parce qu'effectivement, dans Kingdom Come, il faut boire, il faut manger, si jamais, tu peux être malade, tu peux te casser la gueule et puis avoir mal à la cheville. Moi, je trouve ça, pas top. Je trouve que ça réduit justement le fun de la situation. Donc, tous les goûts sont dans la nature d'une certaine manière. Ouais. C'est clair. C'est vrai. Ça ne se vendrait pas. Ah bah de toute façon, s'il y avait pas de gens qui achetaient, ça sortirait pas. Alors, du coup, ma chronique touche à sa fin. Juste une dernière anecdote. Est-ce que vous savez que dans la vraie vie, il y a déjà eu des samouraïs qui se sont battus contre des guerriers occidentaux? Et ce, à plusieurs reprises dans l'histoire. Ça devait être lors de campagnes de Corée ou de Chine, j'imagine. Alors en fait c'est arrivé, il y avait un mec qui s'est amusé à essayer de trouver des sources historiques qui parlaient de ça. C'est arrivé en fait, je crois à l'époque d'Edo, donc au XVIIe siècle. C'est des Espagnols qui se sont battus contre des pirates. Donc ça a été une fois des pirates japonais, tout à fait. Donc ça a été une fois où il y a ces deux styles de combat qui se sont opposés.
Et sinon, c'est également arrivé aussi pendant la guerre qui a opposé le Japon à la Russie, Bah oui, en logique, 1904 et 1905. Et oui, sauf qu'on se battait déjà, hein, le Japon Oui, il y avait quand même une était technologie, déjà hein, très c'était très plus ou moins pareil, occidentalisé, mais... donc ils se battaient avec des Mais ils avaient quand même canons, des des katanas. bateaux, etc. Mais il y a des officiers russes. Et je suppose qu'au cas qu'ils avaient gardé Alors, leur truc de base, quoi. Plus que ça, en fait, c'est des officiers russes et des officiers japonais. C'est arrivé, je crois, à 2 reprises, qui ont décidé de se battre en duel pour épargner leurs hommes. C'est hyper classe. J'avoue. C'est hyper classe. C'est hyper classe et c'est très renseigné. Et bon, le truc c'est que le Japon a quand même gagné la guerre, mais au combat au sabre, donc sabre occidental contre sabre japonais, après il faut compter aussi sur l'expérience des combattants, etc. C'est les officiers russes qui ont gagné. D'accord. Donc en duel, ouais. Ça casse un peu parce que j'imagine qu'ils sont plus souples dans leur mouvement avec un sabre du début 20e, quoi. Et c'est exactement ça. En fait, je sais pas si vous avez déjà tenu un katana. Le katana, c'est lourd. En fait, c'est surtout que l'art du katana, ouais, c'est l'art de tuer en un coup. Parce que souvent les lames à l'époque, elles étaient super fragiles, ce qui fait qu'il fallait tuer en moins de coups. Le sabre occidental a énormément évolué, ouais. Que ce soit par exemple du 17e au 19e, en 200 ans, le sabre a plus rien à voir. Le katana, on reste sur tout est lié à la culture japonaise, hein, qui est un peu assez statique. Le sabre, il a quasiment pas évolué en 1000 ans. Donc c'est ça aussi, c'est vrai que ça joue. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai été dans un musée qui présentait toutes les armes. Alors c'était chiant comme la pluie, hein, mais qui présentait avec le truc, par exemple, de l'onde, hein, ce qu'ils appellent le hamon, hein, c'est-à-dire la petite vaguelette sur le truc. Attention, hein, ce que tu vas dire. Alors j'ai étudié les katanas pendant mes études. J'ai écrit quelques pages de mémoire. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Mais bon, c'était pour faire plus simple. Mais t'as raison. C'est juste pour me faire chier, en vrai. Mais t'as raison. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une super anecdote, ça, cette histoire de combat à la fois de pirates, mais surtout le côté dueliste russe versus Japon est très cool. Ça donne envie presque d'en voir un film. Si quelqu'un peut le faire. Un bon entendeur. Alors, voilà. Alors Marc, il existe un film russe. Oh non. Je vous jure, il y a un film russe qui parle de la guerre russo-japonaise. Je l'ai pas vu parce que ça a l'air d'être très très chiant et surtout très mal fait avec beaucoup de fond vert. Mais après je sais même plus son titre ou quoi. Mais d'accord. Ce serait intéressant de faire un truc un peu à la Clint Eastwood, avoir deux films, un film côté russe et un film côté japonais. Oui, comme Iwo Jima. C'est ça, ouais. Exactement. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ouais, et c'était super intéressant en tout cas, bravo, franchement. Il parle bien le petit, hein. Il parle bien. Petits applaudissements. Merci Max. En fond. Donc nickel. En plus on a cette transition de ouf parce qu'en fait on a quand même parlé un peu de jeux vidéo à la fin. C'est vrai. Et c'est incroyable parce que du coup on va parler économie et jeux vidéo avec toi Romain du coup. Et on va parler de navets également. Tout à fait. On va parler de navets, de jeux vidéo, de Japon. Donc là on a un peu le contexte. On va parler d'Animal Crossing. Est-ce qu'ici vous avez déjà joué à Animal Crossing ? Jamais. Non plus. Ok. Alors on va tout. On n'est pas le bon public. Mais je connais en long, en large et en travers pour regarder énormément de cool. dessus. Tu regardes sans doute quelques personnes. Antoine Daniel ou des gens comme ça. Oui, des gens comme ça, pas forcément lui, mais des gens comme ça. Non, parce que son stream est excellent, mais bon, allez le voir. Alors, Animal Crossing, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un jeu vidéo développé par Nintendo. Il est sorti au Japon en 2001 sur Nintendo 64. Donc ça commence à dater. Et il s'appelait pas Animal Crossing, il s'appelait Dobutsu no Mori. Ce qui veut dire, d'après notre traducteur officiel... La forêt des animaux. Bravo, la forêt des animaux. Oh, yes. Bravo. Putain. Je sais parler un peu japonais vite fait. Je pensais pas. Du coup, ça devrait plutôt s'appeler Animal Forest en anglais alors, plutôt qu'Animal Crossing. Ça sonnerait peut-être moins bien. Je pense. Tu sais, il y a des gens qui sont payés pour savoir le titre, à quel point il va bien sonner. Ouais, genre Very Bad Trip. Ah oui. C'est quoi en québécois ça Gueule de bois, non ? Ouais, ou un truc comme ça, ou un truc dans ce goût-là. Je me rappelle avoir complètement perdu à ce jeu face à Maxime, notamment. Non, mais là on rouvre des vieilles. Refermons-les. Recentrons-nous sur le sujet principal. Oui, voilà, Romain digresser. Et donc du coup, la forêt des animaux s'est appelée Animal Crossing en 2002 à la sortie du jeu sur GameCube aux USA. Donc merci les Américains, grâce à vous, ça s'appelle Animal Crossing désormais.
Animal Crossing, c'est quoi? C'est un espèce de ce qu'on appelle un jeu signature pour Nintendo. C'est-à-dire qu'ils l'ont sorti à partir de la Nintendo 64 sur toutes les nouvelles consoles Nintendo, portables et salon, jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'à la Switch 2020. Il y a même eu une adaptation sur Android et iOS qui s'appelle Animal Crossing New Horizons. Non, je crois que c'est New Leaf. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, voilà, c'est une version spéciale smartphone. Vous pouvez la télécharger. Et bon, j'y ai joué. Le jeu, il existe encore actuellement? Ouais, il existe encore, ouais, il est sympa, mais bon, c'est quand même bien mieux sur console. Beaucoup plus complet. Alors, le jeu c'est quoi, en gros? C'est ce qu'on appelle un simulateur de vie / sandbox. C'est-à-dire, en gros, c'est le genre de jeu où on va pouvoir récolter des ressources, on va pouvoir décorer son environnement, peut-être crafter aussi des choses avec ces ressources-là, un peu à la Minecraft, mais en beaucoup plus léché, beaucoup plus lissé, et beaucoup plus fermé surtout. Parce que le monde dans lequel on évolue, c'est une île. Donc dans le cadre de Animal Crossing New Horizons, qui est sorti sur Switch en 2020, on est passé donc historiquement de la ville, délimitée par des falaises, à l'île, délimitée par l'eau. Et ça rend les choses beaucoup plus crédibles, en tout cas, ouais, parce qu'avant c'était juste des espèces de grosses falaises dégueulasses, et dans les anciens jeux, c'était un petit peu hors contexte, alors que là ils ont essayé de contextualiser le jeu de 2020. Et du coup, voilà, l'intérêt de ce jeu-là, surtout, c'est qu'il suit l'horloge de la vie réelle, donc c'est l'un des rares jeux non déconnectés de la vie réelle. Mais pour autant, avec lequel on se déconnecte le plus, paradoxalement. C'est vrai. C'est vrai parce que ce jeu Animal Crossing, il a été il a été super apprécié en période de Covid parce que ça permettait aux gens de s'évader vraiment facilement. Oui, c'est clair. Et ça devait leur donner un rythme aussi. Et oui, ça donne un rythme et ça s'est super bien intégré. En fait, c'est un banco pour Nintendo là sur ce jeu-là, c'était incroyable. Bah, apparemment, il a dépassé en termes de vente tous les autres de la série, et en termes de téléchargement, c'était je crois 14 millions vendus, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Ouais. Enfin, et c'est beaucoup. C'est faramineux quoi. Voilà. Ouais, et du coup, l'intérêt de ce jeu-là, c'est que du coup, qu'il va suivre le quotidien. Et donc, par exemple, si on est en été, il va y avoir des espèces différentes présentes dans le jeu, des événements qui vont se passer par rapport aux événements de la vie réelle, exemple Noël, Halloween, anniversaire, etc. Et en gros, le jeu, la coquille du jeu, l'environnement du jeu, tout est fait pour qu'on se sente bien, en fait. Genre, le graphisme est léché, c'est très simple, c'est mignon, c'est très agréable, très coloré. Le sound design est très important parce qu'ils ont poussé la boucle. C'est-à-dire que dans le jeu, on a une musique par heure de la journée, une musique de fond. Et ces musiques-là, en général, on les entend souvent parce qu'on joue à des tranches horaires qui sont à peu près similaires tous les jours. Et du coup, ils ont énormément travaillé les boucles des musiques pour que la musique ne soit jamais ennuyante. Et ça marche super bien. Ah ouais, et du coup, ils ont 24 pistes par C'est ça. Okay. En plus des musiques des bâtiments. En fait, ils en ont bien plus que ça. Comme je disais, on emménage cette fois-ci dans une île. Donc d'ordinaire, en fait, quand t'arrives dans Animal Crossing, t'as l'habitude d'avoir ta maison qui est là. T'es un nouvel arrivant, donc tu habites dans une maison. Là, pas du tout. Tu pars de rien. Donc tout ce qu'on te fournit, c'est une vieille tente Quechua que tu peux poser un peu partout, mais pas plus que ça. Et qui te coûte en plus beaucoup de clochettes, étrangement. Oui, qui coûte. Mais alors, on va en parler du prix parce que cette chronique, c'est Animal Crossing et le capitalisme. Donc c'est vrai, faut pas oublier. On va en parler de l'argent, vous inquiétez pas. Non, et donc Tom Nook. Ah bah oui, mais j'y arrive. Mais du coup voilà, donc c'est un peu à la débrouille. Il y a quand même des objets en plus, des outils en plus, mais c'est un peu il faut y aller à la Minecraft, il faut commencer à taper des trucs et voir ce qui se passe parce que sinon il se passe rien en fait. Et donc voilà, donc je peux pêcher de l'anchois, je peux attraper une moustique, je peux déterrer des fossiles, planter des arbres, etc. Je l'ai pas précisé, mais la monnaie du jeu, c'est les clochettes. Et tout va tourner autour des clochettes. Donc c'est-à-dire que comme tu le disais, le personnage central c'est pas le joueur, au début c'est Tom Nook. Et Tom Nook qui c'est? Alors Tom Nook c'est un raccoon. En français c'est quoi déjà? Un raton laveur. Yes. Pour être exact, c'est un tanuki. C'est pas exactement pareil. Tout à fait, c'est un tanuki japonais. Un raton laveur avec des grosses couilles, Exactement. Exactement. Parce que là, il a pas de grosses couilles. Il peut voler avec. Tout à fait. Ceux qui ont vu Poco, ils auront la référence. Les pauvres. Paix à leurs âmes. Et du coup, Tom Nook, historiquement, c'était le personnage qui gérait le magasin de Animal Crossing. Et dans ce dernier opus, il a pris une importance énorme. Maintenant, il gère tout l'argent du jeu. Donc c'est vers lui que transite
tout ce que tu veux faire quand tu veux changer ta maison, augmenter la taille, construire des ponts, construire des rampes, déménager des villageois, etc. Donc tout tourne autour de Tom Nook au début et pendant une grande partie du jeu. Et le vrai but du jeu en fait, ça va être de s'émanciper de Tom Nook et de réussir à avoir tout le pouvoir que lui il a au début du jeu. Non mais je vous jure, c'est vraiment ça. C'est trop bien. Et y a donc finalement ça ressemble plus à Scarface. Mais non mais il y a une allégorie genre. Oui, c'est ça. Il y a une espèce d'allégorie genre c'est un peu voilà, Tom Nook c'est le système et le but c'est de devenir le système en fait. Bon, on y reviendra. C'est génial. Je m'enfonce. Alors, New Horizon par rapport aux autres opus, comme je disais, il est plus léché, etc. Comment commence le jeu? En gros, d'habitude, on commence dans un taxi, on nous pose des questions pour définir le personnage, donc c'est un peu conversationnel. Et là, cette fois-ci, c'est plus classique. Ça, c'est dans un contexte de formule évasion, donc de vacances sur une île. Donc on est un personnage qui va aller en fait coloniser une île vierge. Et en fait, donc la création de personnage se passe assez classiquement. On a un écran et on choisit. Et bon, c'est assez sommaire. Comme je disais, donc c'est une île et je me suis perdu dans mes notes. Mais c'est normal parce qu'une première fois. Bah oui. Désolé pour le montage, Marc. Désolé pour le montage. Mais voilà, donc heureusement les choses vont se débloquer petit à petit. Ils vont y avoir des commerces qui vont commencer à ouvrir sur votre île, des PNJ qui vont s'installer, PNJ vont tourner aussi, enfin plein de choses vont se passer et petit à petit en fait il y aura toujours des événements qui vont vous faire rester. Parce que comme c'est calqué sur la vie réelle, il y aura toujours des PNJ qui viennent au jour le jour et si on suit ce rythme, plus on s'adapte au jeu et plus on arrive à réussir dans le jeu. Donc quelque part ça crée une espèce d'addiction de venir tous les jours, tous les matins et tous les soirs pour pouvoir checker. C'est un peu la Matrix. Voilà, non mais de Matrix. Toi, je t'ai spoilé, Nicolas, alors ne spoil pas les autres, mais attention. D'ailleurs, une petite anecdote sur le jeu. Ouais. Comme on le verra plus tard, la communauté, elle est extrêmement organisée. Et il y a certains joueurs qui font, je sais pas si vous connaissez, du data mining. Mining. Non, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Alors, en gros, c'est... En fait, c'est... Vas-y, ouais. si tu veux. Non, pardon. Non, c'est que... c'est ta chronique, hein, pardon. Mais pas de souci. C'est interactif. De chronique. Non, globalement, c'est des gars qui vont aller trifouiller dans le code du jeu pour voir ce que les développeurs ont pas forcément mis dans le jeu, mais qu'ils avaient plus ou moins préparé. C'est ça. Et donc il y a un gars qui s'appelle Ninji, qui est très connu sur Twitter pour faire ça, et qui a révélé en fait avant la sortie l'existence de d'add-ons qui allaient arriver, genre je crois qu'ils sont arrivés le mois dernier, c'est-à-dire les items buissons, les personnages comme les personnages de Runar et Racine, c'est des PNJ qui vendent des objets spéciaux, dont des buissons du jeu, du coup. Et du coup il a prédit l'arrivée de prochaines fonctionnalités. Et alors là, spoiler alerte, donc bouchez-vous les oreilles si vous aimez Animal Crossing et que vous voulez pas savoir. Dans l'avenir, il y aura, des nouveaux poissons. Donc là, vous vous dites, ok, super, mais quand t'as pêché plusieurs heures des poissons, c'est super génial d'avoir des nouveaux poissons disponibles. Il y aura de la plongée, je n'avais pas de plongée aujourd'hui, on peut pas aller dans l'eau. Il y aura un café, donc le café c'est un truc qu'on connaît déjà, mais qui va revenir. Il y aura des légumes, et ça on va y revenir. Et une galerie d'art pour gyroïdes. Alors les gyroïdes, ça reste assez énigmatique, mais aujourd'hui c'est des petits personnages qui viennent faire la manutention sur l'île, grosso modo, pour faire simple. Et donc je sais pas trop ce que ça sera, mais il y aura ce truc-là. Alors personnellement, moi je trouve ça, je te coupe, et je trouve ça justement totalement fabuleux, parce que dans tous les autres jeux vidéo du monde, quand il y a un add-on, c'est on aura plus de guns, il y aura plus de sang, il y aura plus de machin, sauf que non, pour le gars qui aime Animal Crossing, c'est putain c'est trop bien, on va pouvoir acheter des croissants maintenant, et puis il y a un plus, en plus il est trop mignon, il y a un nouveau gars et tout, et du coup je trouve ça beaucoup trop mignon en fait, le fait que tous les nouveautés, et ils sont à fond dedans, ils ont raison de l'être, hein, c'est super cool, mais du coup c'est totalement pas dans les critères actuels, parce qu'on a plein de jeux vidéo qui sont surtout de la violence, du meurtre, tout ça, puis on a au milieu Animal Crossing dans sa bonhomie. Alors franchement, Animal Crossing, c'est une pote à moi qui me disait Animal Crossing c'est vraiment le jeu de la bienveillance. Il y a aucun espace à la violence dans ce jeu. et pourtant, et on va y venir. La violence économique en fait. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment, on y arrive. Donc le côté capitaliste, qu'est-ce qui se passe en fait derrière là quand tu grattes un peu la beauté du jeu? La mécanique en fait, elle est ultra capitaliste, voire un peu libérale sur les bords. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a des prêts, il y a immobilier, il y a des remboursements, il y a du coup de l'argent, de l'économie, il y a du trading.
il y a des échanges, il y a du commerce interjoueur, et il y a tout l'aspect collection aussi. Je n'ai pas trop parlé, mais c'est quand même la base du jeu, l'aspect collection. On va collectionner des trucs dans le musée, et puis on est très content d'avoir tout collectionné. Et du coup, ces mécaniques-là sont faites pour provoquer cet appât du gain qui est un peu violent, cette satisfaction un peu égoïste de tout posséder, et pour pousser le joueur à trouver des techniques pour gagner vite de l'argent, essayer de se libérer du jeu, et en fait de se libérer de toutes les contraintes que lui impose le jeu, les contraintes financières. C'est-à-dire, je m'explique, Tom Nook, la banque, donc possède tout l'argent, et quand vous arrivez sur l'île, vous avez une tente qu'il va falloir rembourser, et une fois que vous l'aurez remboursé, vous pourrez acheter une maison qu'il va falloir rembourser, encore plus cher, et les sommes passent... Non mais attends, les sommes passent de dizaines de milliers de clochettes pour le début à plusieurs millions pour la dernière maison avec 5-6 pièces, étage, sous-sol et machin. Et c'est incroyable, et à chaque fois c'est amené en mode, je vais te donner l'upgrade, mais faudra que tu me rembourses. parce que sinon c'est comme dans la vraie vie. Donc c'est comme dans la vraie vie. Après, ils ont justement eu l'intelligence de pas donner de délai pour le remboursement. Non, ce qui fait que c'est pas non plus une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta gueule, parce que sinon ça se deviendra vite désagréable. Ouais, tu peux pas être à la rue sans clochette. C'est juste que tu peux pas avancer tant que t'as pas remboursé. C'est pas désagréable, c'est cependant t'as quand même cette envie de pouvoir débloquer toutes les pièces pour pouvoir customiser ta maison comme tu veux. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même moins désagréable que dans la vraie vie. Heureusement. Oui. Il y a des petites choses aussi qui se rajoutent à ça. Par exemple, des fois, certains personnages vont arriver vers vous en mode wesh mec, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu veux pas m'acheter cet objet parce que je suis trop sur la paille. Et du coup, il y a des fois comme ça où tu te fais aborder en plein jeu par les PNJ qui te vendent des trucs en mode achète-le-moi parce que j'ai vraiment besoin d'argent, et tu te sens un peu forcé de dire oui. Du coup, tu te retrouves avec des objets qui te servent à rien, mais bon, t'es content parce que t'as aidé un villageois, donc il va peut-être rester dans ton île, et voilà. Et il y a plein de détails comme ça. C'est l'équivalent d'un SDF dans la rue, quoi. C'est une subtile forme de raquette, je pense. C'est ça. T'as pas une pièce, s'il te plaît? Non, c'est vraiment, c'est comme si Nicolas... Tu te donnes une pièce à un clochard et il reste chez toi, quoi. C'est comme si Nicolas, il voulait me vendre des capsules de bière parce qu'il a plus d'argent et qu'il en a besoin énormément. Non, c'est spécial, quoi. Il y a un autre truc, il y a un autre point là-dessus. C'est deux personnages de PNJ qui s'appellent Pollux et Jason. Alors, Pollux et Jason, c'est des personnages assez spéciaux. C'est-à-dire que Pollux, il rachète tes poissons, et Jason, il rachète tes insectes. Et il les rachète 20% au-dessus du prix. Ce qui fait que, en gros, il y a une technique qui consiste à ne pas vendre tout ce que tu ramasses directement au magasin, mais de stocker dans ta ville, un peu à la salle, tous tes trucs en grosses piles, et d'attendre qu'il y ait Pollux et Jason qui arrivent pour gagner 20% d'argent de plus que si t'avais vendu au magasin. Il y a beaucoup de techniques de merde comme ça. Ouais, c'est ça, mais on entend plein de techniques, voilà, pour avoir la thune à fond, et ça demande tellement de farmer, de faire plein de trucs. Je crois qu'il y avait un truc avec des tarentules ou des scorpions, des trucs comme ça. J'en ai pas parlé, ouais, mais c'est... Mais il y a plein de trucs, justement, des petites techniques et tout, mais globalement, tu perds beaucoup de temps, dans tous les cas. C'est clair. Quelle que soit la technique. C'est clair. Enfin, moi, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant que la technique de Pollux et de Jason, là, parce que le reste, c'est vraiment très, très, painful, en vrai. Et du coup, il y a une petite anecdote là-dessus aussi. Alors, c'est pas vraiment sur l'argent, en réalité, j'aurais pu en parler avant, mais est-ce que vous connaissez PETA, l'association? Oui. Ouais. Alors, PETA, c'est l'association de défense des animaux, et elle a protesté virtuellement dans le jeu à la sortie de New Horizons sur Switch, parce que dans New Horizons, en fait, on peut agrémenter un musée avec ses collections d'insectes et de poissons, et du coup, il a protesté contre l'enfermement des insectes poissons dans le musée, et le traitement fait aux animaux dans Animal Crossing. Non, alors que par contre, Red Dead Redemption, là où tu littéralement t'enlèves la peau des jaguars, c'est une espèce menacée, là, il y a plus personne. Non mais ça, c'est incroyable quand même, parce que ils ont trouvé le temps de nous faire chier sur Animal Crossing, qui est un jeu mignon, alors qu'effectivement il y a... Parce que c'était sérieux tu peux pas les tuer, enfin, je veux dire, ils sont vivants. C'est sérieux. Et sur Twitter, il y a un post que vous pouvez retrouver sur le Twitter de PETA, où en gros ils se sont réunis dans le jeu avec leurs avatars du jeu, des panneaux, et enfin pas des panneaux mais des messages, et ils circulaient, en fait ils faisaient le tour du musée en disant, je sais plus ce qu'ils disaient, genre stop animal killing ou je sais pas quoi, et voilà. Et ils ont fait même un guide en ligne, il est accessible, il s'appelle
Je crois que c'est un post médium. C'est quelque chose comme Animal Crossing New Horizon Vegan Guide ou je sais plus quoi. Ah mais ils expliquent comment jouer au jeu de manière vegan. Mais c'est un jeu, les gars. Mais c'est un jeu, les gars. Mais tout à fait. C'est clair. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle. Mais ouais, oui, non, ça l'est. Faut prendre au second degré. J'ai toujours pas compris si c'était du second degré ou pas, sans déconner, mais je pense qu'ils se prennent vraiment au sérieux là-dessus. Ouais. Enfin bref. Oh, je sais pas. Il y a moyen. C'est bien le genre. D'ailleurs, en parlant pour revenir un peu à l'argent, il y a un truc que j'ai dit à Nicolas tout à l'heure, mais je vais le partager ici. Il s'est passé un truc aussi par rapport au Covid dans le jeu. Pour vous dire à quel point c'est corrélé à la vie réelle. Au début de la crise du Covid, au début du confinement, les banques mondiales donc ont chuté. On a tous vu le pic incroyable de, je sais plus, moins 25 points, je sais pas quoi. Et en fait, ce qu'ils ont fait Nintendo, c'est qu'ils ont répliqué l'action dans le jeu. C'est-à-dire que la Bank of Nook, le système bancaire du jeu, a décidé de réduire son taux d'intérêt de 0,5 à 0,05% pour calquer à la vie réelle. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que si je mets de l'argent sur le jeu, dans mon compte en banque sur le jeu, c'est-à-dire des clochettes, hein, je vais gagner donc 10 fois moins que d'habitude. Tout ça pour calquer sur le système bancaire et la situation financière du Covid, quoi. C'est incroyable. C'est clair. Sachant qu'il y a plein de petits détails comme ça, comme par exemple si jamais tu joues pas à ton jeu pendant 2 semaines, quand tu reviens, et t'as tous les PNJ qui arrivent et qui font mais t'étais où? Oui. Tu nous as abandonnés? Oui. Ah ouais, du coup ça t'incite vraiment à y aller ça de incite manière très carrément à perdre ta vie dedans. Ouais. Mais moi j'y vais pas pendant 2 jours et puis mes PNJ ils me disent ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oh putain. Parce qu'après ils se barrent hein. Après ils se barrent tout seuls hein. Sérieux? Oui. Ouais, c'est la pression sociale, tu vois. Non mais c'est ouf. Et alors, on va en venir au point le culminant de cette chronique-là, c'est le navet. Alors, le navet, le fameux navet. Alors, le navet, qu'est-ce que c'est? Navet, c'est un légume, tout à fait. Mais par-dessus tout... Jusque là, je suis. Par-dessus tout, c'est une simulation de trading dans Animal Crossing. C'est-à-dire, attends, tous les dimanches matins, de 8h à midi, une nana qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Porcépine ou Porcine ou je sais plus quoi, vient te vendre des navets, donc si tu te lèves trop tard le dimanche, c'est foutu pour ta semaine. Elle te vend les navets à un prix N, par exemple 100 clochettes. Tu les achètes 100 clochettes et pour toute ta semaine, à chaque demi-journée de ta semaine, il va y avoir un prix de revente au magasin qui sera différent, qui sera fluctuant et complètement aléatoire. Et donc ça veut dire que à chaque demi-journée de ta semaine, il va falloir que tu checkes au magasin à combien tu peux le revendre et trouver le bon ratio entre le prix d'achat et prix de revente pour que tu sois en fait gagnant dans l'histoire. Et donc du coup, c'est une vraie simulation de trading et il s'est passé plein de choses dans la communauté pour s'organiser en fait pour maximiser parce que les chances sont pas énormes en vrai de gagner de l'argent. Et donc il se passe des choses assez incroyables. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Kaggle, qui est un espèce de site communautaire pour data scientists. Donc les data scientists, c'est des gens qui travaillent sur des données. Et sur ce site-là, en gros, on peut partager des données de tout et n'importe quoi et prendre des données et puis créer des modèles, des algorithmes pour prédire sur de la donnée. Donc par exemple, tu peux prédire sur les accidents routiers ou tout ce que tu veux si tu es data scientist et tu sais comment ça marche, etc. Et il y a quelqu'un donc qui a partagé les données d'Animal Crossing et du coup il y en a d'autres qui les ont pris, qui ont créé des outils à partir de ça. Et donc maintenant on a des outils en fait de prédiction du cours du navet à la semaine pour t'aider à maximiser tes gains. Genre c'est incroyable. C'est énorme. Et grâce à ça, tu peux te faire des clochettes en or. Mais tout à fait. Mais oui. Non mais c'est fou. Et alors il y a des outils comme ça que c'est des outils en ligne. Par exemple, je suis en citer un comme ça si ça intéresse les auditeurs, ça peut toujours être utile. Donc il y a AC-Turnip, donc c'est ac-turnip.com, c'est un site donc où vous rentrez donc le prix de base et les prix par demi-journée et ça vous calcule en fait une courbe de probabilité du prix du navet. C'est fou. Ça va tellement loin. Non, mais... C'est clair. Non, c'est ça, ouais. Ce n'est pas fini. La référence à Jackie Chan pour ceux qui l'auront. Oui, voilà. Merci. Hein, voilà. Oh, y en a c'est dans le dessin animé. Oui, dans le dessin animé. Ouais. Alors comment devenir riche, comment régler tous ces problèmes d'argent, enfin décorer son île comme bon nous semble. Eh oui, non mais c'est capital dans ce jeu-là. Et bah la communauté, c'est du capital même. La communauté, elle a apporté beaucoup de réponses. C'est-à-dire que la communauté Animal Crossing, elle est énorme, elle est mondiale et elle est hyper créative.
Il y a beaucoup de choses qui se font. D'abord, par exemple sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui partagent des idées déco, qui échangent des motifs custom, pour créer des vêtements custom, etc. Il y a plein de choses qui se font. Je donnerai des comptes en fin de chronique. Il y a beaucoup de goodies qui se créent aussi là-dessus. Moi, je suis fan de pins et il y a énormément de pins qui se font dessus, des prints, des IU, etc. Je passe les mêmes et machin. Il y a un Discord. Alors notez-le celui-là. Si vous êtes fan d'Animal Crossing et que vous êtes français, forcément, il y a le Discord majeur d'Animal Crossing qui s'appelle le Perchoir. Il y a 8000 personnes dessus. C'est un Discord gratuit et il se passe beaucoup de choses. Donc il y a plusieurs outils, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Nook.exchange. C'est un outil qui va vous permettre, en gros, de lister tous les outils, les objets que vous avez et ceux que vous voulez, et de pouvoir les échanger donc avec d'autres joueurs. Il y a un outil qui s'appelle newhorizonsinventory.com. Désolé pour l'accent. C'est en gros la Bible où vous allez avoir le catalogue des prix des insectes, des poissons, des objets, des vêtements, les infos sur les villageois, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Vous pourrez en gros jouer avec ça tout le temps. Il y a aussi une application mobile qui est excellente, qui s'appelle ACNH Guide, donc ACNH pour Animal Crossing New Horizon, et qui regroupe en fait tout, qui regroupe le calculateur de navet, qui regroupe la catalogue, la Bible, etc. Vous avez tout dedans, vous pouvez l'avoir sur le téléphone, et c'est hyper pratique. Et voilà, alors j'avais 2 dernières choses à vous partager. Alors première chose, petit bonus, donc il y a eu des prises de pouvoir de la part de la communauté sur le jeu, surtout au moment du Covid, c'est-à-dire qu'il s'est passé des choses, par exemple un couple de Singapour s'est marié dans le jeu, donc virtuellement, et deux personnes qui sont officiellement mariées dans Animal Crossing. Il y a des Hongkongais qui ont organisé donc en très grand comité un mémorial à Tiananmen dans Animal Crossing. D'accord. Et il y a l'artiste Nathan Baird qui y a exposé ses œuvres librement pendant le Covid. Ah yes, j'avais vu ça, ouais, j'avais vu. Il y a énormément de choses qui se sont produites. Et il y a Danny Trejo, ah, le fameux l'acteur de Machete, qui stream sur YouTube sur Animal Crossing. Stream sur Animal Crossing. Ça va être tellement drôle à voir. Vous allez sur la chaîne YouTube de Danny Trejo et je savais pas qu'il avait une chaîne. C'est fantastique, c'est génial. Je savais pas non plus. Et alors, apparemment, d'après Nicolas, oui, vas-y, je t'en prie. Oui, non, en fait, parce qu'on s'est vu sur Discord avec Romain un petit peu avant l'émission, et je lui avais dit que j'avais lu un truc, c'était Elijah Wood qui avait échangé des navets avec une personne. Personne random, et cette personne du coup a demandé a fait un post sur Twitter et a demandé en fait à Elijah Wood si c'était bien lui et si elle pouvait dire à tout le monde qu'elle était en train d'échanger des navets avec Elijah Wood, et du coup l'acteur il a dit bien sûr, et après il a confirmé sur Twitter que c'était bien lui, donc il était en train de jouer au jeu pendant le confinement. C'est assez rigolo de voir que n'importe qui joue à ce jeu. Tant que la personne n'a pas revendu après les navets encore plus chers parce que c'était ceux d'Elijah Wood. Malheureusement c'est pas vraiment possible. Mais ouais. Je pense que ce serait la porte ouverte justement s'il y a vraiment une économie dedans, on en finirait plus. Il y aura des gens qui joueraient avec le cours, comme ça a été le cas dans certains jeux avec une économie, où justement il va y avoir des trusts et tout, ils vont en vendre en masse des trucs, histoire de faire suer des trucs. Non, ça serait un bordel pas possible. Mais c'est ça, moi ça me fait penser au MMO Eve Online. Eve Online, ouais, c'est un peu le même truc. D'accord. Mais pour terminer, je veux juste lâcher deux trois tips pour ceux qui aiment et qui suivent. Donc si vous êtes sur Insta et sur Etsy, grosso modo, cherchez cherchez ACNH, vous trouverez énormément de choses. Les hashtags ACNH, tout ce qui est après de ACNH, il y a énormément de choses. Moi, les comptes que j'adore, qui me permettent de bien progresser dans le jeu, ça va être sur Instagram Crossing Construction, ACNH_pattern et New Horizons Ideas. Et ça, avec ces trois-là, déjà, il y a énormément de trucs, ils partagent plein de trucs. Et, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah bah non, c'est tout. Voilà. Et globalement, c'est si vous commencez le jeu, faites attention à bien avoir le temps. Voilà, et alors, j'ai ma petite phrase de conclusion. Donc, ACNH est à la weed, ce que WoW est au crack. Ah, merci. D'accord. Ok. Merci à toi pour ça. C'est un bon gros truc de fumeur. Bravo. Félicitations. Merci. Merci à toi du coup Romain pour cette chronique très complète sur Animal Crossing. Je pense que si quelqu'un souhaite débuter là-dedans, à mon avis, je pense que tu as bien aidé les éditeurs. Je sais justement que moi c'est un jeu qui m'intéresse, mais globalement je sais que si je mets le doigt dedans, j'en ai pour des mois. Ouais, donc, ne fais pas ça Maxime, ne fais pas ça. On a besoin de toi dans cette émission Maxime. Parce que t'as quelque chose de très important à nous dire Maxime. Hein, tu dois nous parler d'un sujet dont tu veux déjà parler depuis 3 chroniques et à chaque fois tu en prends une autre finalement parce que je te dis oui mais non ça correspond pas au bon endroit.
Oui, voilà. Et en fait, du coup, tu devais être hier avec Ben pour pour les auditeurs, la semaine dernière avec Benjamin pour. C'est l'usine à émissions en fait. Ce que Marc ça montre en fait que je suis un gros malade qui tourne des émissions tous les soirs en fait. Mais ce qui est vrai. Hein. Après, les gens se demandent pourquoi mes chroniques sont à chier. Ben voilà, on tire sur la corde, on tire sur la corde. On a 12 heures pour écrire une chronique. Je t'avais dit de garder ta chronique sur la Gundam pour hier, pour la chronique avec Benjamin sur la SF. Mais du coup, comme t'as pas pu le faire, du coup, t'es là aujourd'hui. Donc au final, tu aurais très bien pu la faire un autre jour. Je suis désolé. Mais du coup, je te donne la parole à présent. Vas-y, Maxime. Je te pardonne. C'est gentil, merci beaucoup. Sachant que ce qui est marrant, c'est que il me semble qu'on en avait parlé avec Nicolas quand on avait parlé de Macross, et du coup, c'est possible. Tant qu'à faire, c'est pas faux. Donc bon, oui, je vais vous parler de Gundam, parce que finalement, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas trop, hein, mais ils auront peut-être su maintenant, je suis ce qu'on appelle un weeb, un otaku, un geek, un féru de culture japonaise, d'anime japonais, de jeux vidéo japonais. Voilà, je suis le genre de gars qui va traîner son compagnon de voyage au Japon, sur l'île de Daiba à Tokyo, sous un prétexte fallacieux de bon burger, mais avec l'objectif secret d'aller voir la réplique taille réelle d'un Gundam, un robot géant de 18 mètres de haut, le RX-0 Gundam Unicorn pour être exact, qui s'allume et qui envoie la musique de la série en déclamant Banager Lynx, Unicorn Gundam, Ikemas. J'ai rempli cet objectif et ça m'a collé des frissons de fou furieux. C'est le genre de gars que je suis. Bien sûr, ça sous le regard interrogatif et médusé de mon collègue qui m'a dit ouais, c'est sympa. Et je suis ce genre de gars. Voilà. Moi, j'aime les animés de mecha. C'est un peu mon dada. Donc un genre du coup qui est ma foi très répandu au Japon, les mechas, mais à mon grand dam de moins en moins présent dans l'industrie. Alors déjà les mechas, qu'est-ce que c'est ? C'est une question importante pour les néophytes. Donc c'est un type d'œuvre mettant en scène des armures robotisées, ce qu'on pourrait appeler des robots géants, même si finalement c'est pas vraiment ça, parce que bon, après on va rentrer dans d'autres détails, mais bon, des armures robotisées, souvent humanoïdes. Ça veut dire, ça va être du Goldorak, du Gundam, du Macross ou du Robotech, selon dans quel pays vous êtes, et même ça existe pas Robotech. Ça existe aux États-Unis, c'est pas ma faute. Oui. Ça n'existe pas. On sent le rageux de Macross. Ça, je dis rien. Donc voilà, globalement, ou sinon, par exemple, pour certains films, par exemple Pacific Rim, pour ceux qui connaîtraient, c'est donc un film de mecha, ce qui est excessivement rare, mais ça existe et moi j'adore ça. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon amour pour la série Gundam, qui fait partie de ces animés de mecha. Donc il a lancé ou tout en cas bien participé à la démocratisation d'un de ses sous-genres, le Real Robot. Donc un penchant plus réaliste où les mechas font plus office de machines de guerre au même titre qu'un avion ou un tank. Parce qu'il faut savoir que le mecha à l'origine c'était vraiment, comme je parlais de Goldorak, c'est vraiment ça, c'est-à-dire des robots surpuissants qu'on appelle pour faire face à des monstres géants, ça va être Ultraman ou autre. Finalement les robots ils balancent des lasers, on sait pas trop comment, voilà. Dans le cas du Real Robot c'est vraiment des machines de guerre, c'est-à-dire que c'est plus réaliste, c'est plus ancré dans le réel pour le coup. Donc les enjeux dans la série Gundam sont plus sérieux. Les combats sont plus réalistes. Vous avez pas vu, mais là j'ai fait des guillemets avec les doigts parce que bon, c'est aussi réaliste que deux robots de 20 mètres de haut se combattant à coups d'épée laser. On est bien d'accord. Mais bon. Donc ma première rencontre avec cet univers arriva vers mes 10 ans, sur M6 à 17h45, Gundam Wing, toi-même tu sais, ma première rencontre avec le genre, et quelle claque. Habitué au dessin animé gentillet, je voyais pour la première fois une série animée avec de la guerre, du sang, des manœuvres politiques, des designs de robots soignés et des musiques chantées en japonais. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là où j'ai viré otaku, et où j'ai supplié ma mère pour mes premières figurines en plastique hors de prix, les Gunpla, ou Gundam plastique. Des maquettes à monter comme le dit la pub, sans colle, sans outils, sans prise de tête. T'as dû tellement kiffer au Japon. Bah oui, j'en ai ramené d'ailleurs. Et du coup, j'en ai encore maintenant 4 qui traînent sur ma bibliothèque. Merci à Gundam pour toutes ces merdes en plastique totalement inutiles mais que je garderai jusqu'à ma mort. Merci Gundam. Donc bon, maintenant je vais essayer de vous parler un petit peu de l'histoire de Gundam, finalement. Il faut savoir que certaines séries sont liées, d'autres non. Il existe plus ou moins 3 timelines différentes, avec chacune des séries étant en relation avec les autres, plus ou moins. C'est un peu compliqué, donc globalement, je vais juste vous raconter la première timeline et la plus importante, celle qui a vraiment lancé tout le bousin, on va dire. Donc de la toute première série qui a été écrite et réalisée en 1979. Donc c'est pas tout récent Gundam, donc c'est la première série qui s'appelle Mobile Suit Gundam ou Kido Senshi Gundamu en japonais, qui nous fait suivre du coup Amuro ou Amulo, ça dépend comment on le prononce, donc un jeune homme d'une colonie de la Terre qui gravite dans l'espace. Son père développe en secret la nouvelle arme de la Fédération terrienne, le Gundam. Donc c'est le Mobile Suit le plus évolué de sa génération,
Les Mobile Suit, comme je vous expliquais, ce sont donc des armes humanoïdes géantes. Voilà. Et donc, ils créent du coup ce Mobile Suit super évolué afin de faire face à l'avance technologique de leurs ennemis, le duché de Zéon. Une organisation du coup de Space Noids, c'est leur nom, donc c'est donc des habitants des colonies spatiales, qui a en premier lieu développé la technologie de ces machines de guerre, et du coup qui a remporté beaucoup de batailles spatiales. Pourquoi ? Parce que globalement, dans l'univers de Gundam, les armures mobiles sont beaucoup plus maniables dans l'espace, ce qui leur permet du coup de botter des culs, hein. Comparé aux petites navettes, aux gros vaisseaux qui se font du coup totalement défoncer par cette avance technologique. Donc suite à une attaque de Zéon sur sa colonie, Amuros se voit contraint de piloter le Gundam de son père, sauvant ainsi la situation. S'en suivra une suite vers la Terre où un Amuro d'abord réticent à l'idée de tuer et combattre se verra dans l'obligation de prendre les armes et les commandes de son Gundam afin d'arrêter cette guerre et d'éviter encore plus de morts. Alors là ici je simplifie quand même, les fans le sauront, ils m'insulteront certainement, même si je pense pas qu'il y en ait beaucoup, on doit être 3 en France à peu près. Donc la série explique toujours tous les tenants et aboutissants des batailles, les raisons des tensions, les soucis politiques et sociétaux posés par chacun des partis, et ce serait beaucoup trop long et pas forcément intéressant à expliquer. Mais du coup c'est à peu près ça, sachant que ça c'est une histoire qui va revenir très souvent, ça veut dire un jeune adolescent qui va être forcé de rentrer dans une armure mobile pour sauver des gens qu'il aime bien, et du coup il a pas envie de se battre, tuer c'est mal, ouin, j'ai pas envie, ta gueule, tard dans la gueule, et il va finir par y aller. Pour résumer, c'est un petit peu comme ça. La guerre, voilà. Attends, mais ça c'est pas Gurren Lagann? Gurren Lagann, c'est vraiment un archétype de pas mal de mechas, donc finalement c'est pas si détonnant qu'ils reprennent beaucoup de codes. J'avoue. Que comme je disais, Gundam a créé beaucoup de ces codes-là, donc c'est normal que ça reprenne. Parce qu'effectivement, là c'est très très classique de beaucoup d'animés de manga, enfin d'animés de mecha, pardon. Et sinon ça semblera ultra classique, mais pour l'époque ça l'était pas tellement. Donc toujours est-il que le succès après cette première série, il a pas du tout été au rendez-vous, hein. Cette série est même écourtée suite au peu d'intérêt du public. Donc c'est vraiment un four, hein. Globalement tout le monde s'en bat les couilles. Et elle ressortira du coup l'année d'après en tant que 3 films au cinéma. Et ça aura étonnamment, et grâce au bouche à bouche, beaucoup plus de succès. Alors que Bandai, je sais pas si vous connaissez la marque, hein, c'est un fabricant de jouets, oui, voilà, qui fait beaucoup de jouets ou de figurines ou autres, commencera du coup à commercialiser les fameux Gunpla, et cela fera exploser vraiment la série. Donc l'histoire d'Amuro aura le droit à plusieurs suites, et c'est ainsi que Gundam commencera vraiment son essor. La série, au fur et à mesure de son histoire, a connu des hauts et des bas, tant en termes de succès qu'en termes de qualité, spécialement après le rachat du studio Sunrise, donc le producteur historique de la série, par Bandai. Donc forcément, comme il s'est fait racheter par un fabricant de jouets, voilà, donc la suite il y a eu beaucoup de séries, du coup, mais elles étaient finalement plus intéressées par le fait de vendre des jouets, cumulant du coup des dizaines de Gundam différents sans pour autant de grand sens, sans avoir des histoires intéressantes. La saga est donc petit à petit tombée dans l'oubli, malheureusement, mais pour moi, ça garde quand même un goût et un attrait tout particulier, ce Gundam-là. Donc c'est ça un peu pour l'histoire, globalement, c'est après le rachat de Bandai, finalement, c'est devenu vraiment une usine à vendre des jouets. C'est vrai. C'est bien triste. Du coup, là, je vais vous parler, je vais vous faire un petit résumé de quelques séries que j'ai triées sur le volet, que je trouve intéressantes, hein, pas forcément que j'aime bien ou que je trouve qualitatives, mais que je trouve intéressantes en soi. Par exemple, il y a Turn A Gundam, hein, comprendre A à l'envers, Gundam. C'est une série très étrange, autant que le nom, hein, finalement. C'est dans un monde en pleine industrialisation, des archéologues retrouvent des armures mobiles, donc les robots géants toujours, et le héros a un espèce de lien magique avec son Gundam qui se trouve avoir une moustache. Waouh. Voilà. Il est d'ailleurs appelé le Gundam à moustache, hein, c'est pas moi qui l'invente. Tout du long, ce qui fait pour moi la série la plus étrange de la saga. Hein. Moi j'ai pas du tout accroché, ça m'a emmerdé, et je comprenais pas du tout ce que ça voulait me dire, mais bon, je pensais qu'en parler finalement ça montrait un peu que beaucoup de choses ont été testées dans Gundam. Hein. C'est pas forcément resté sur ses acquis, il y a aussi des trucs très étranges. Ensuite, il y a la série Gundam Build Fighters. C'est littéralement une pub. Hein. C'est l'une des dernières séries et c'est une pub pour les Gunpla. C'est-à-dire que des enfants ils créent des maquettes de Gundam et ils les font combattre dans des tournois. Sérieux ? Et c'est littéralement acheter des Gunpla, et sachant que quand ils peignent avec des petites peintures spéciales, ça leur donne des pouvoirs, tout ça. Oh là là. Et c'est tellement éloigné de l'essence de ce qui fait la série pour moi que j'en dirai pas plus. C'est pas top. C'est pas du Gundam. Par contre, ça continue encore. Hein. Des vraies séries Gundam, il y en a plus, ça a disparu. Par contre, Gundam Build Fighter, ça a du succès. Va comprendre. Bon, après, voilà, je suis un peu salé parce que je comprends pas bien l'intérêt, mais bon, après, comme ça. Et ensuite, je vais parler de la série Gundam Wing, donc ma première série à moi.
5 Gundam sont envoyés sur Terre afin de détruire une organisation militaire dangereuse et sont traités comme des terroristes. Donc pour moi, c'est une bonne série pour commencer Gundam. La plupart de ce qui fait le charme de Gundam est présent. Alors l'histoire reste un petit peu bancale par moment, l'animation est très souvent réutilisée, ça veut dire que ils prennent carrément une scène d'un ancien épisode et ils le remettent. Ouais. Et ils font ça quasiment tous les épisodes. Donc c'est un peu cheapos, mais je l'aime beaucoup, un peu plus par nostalgie et par amour des designs que vraiment autre chose. Mais tous mes designs préférés de Gundam, ils sont quasiment tous dans Gundam Wing. Et elle date de quand à peu près Gundam Wing, je crois que c'est 95. Ok. C'est pas détonnant, après c'est pas magnifique non plus, faut pas s'attendre à vraiment des magnifiques animations, mais c'est plutôt cool. Moi j'aime bien en tout cas. Ensuite, la série Gundam Iron Blood Orphan, donc une des dernières productions qui est sortie il y a quelques années, en 2016 ou 2017 je crois, qui est disponible sur Netflix. C'est une série qui est très loin d'être inintéressante. On suit un groupe d'enfants mercenaires qui essayent de survivre sur la planète Mars, une zone de non-droit gouvernée par des corporations surpuissantes. Ce groupe trouve et remet en état une épave de Gundam, une arme antique utilisée dans une guerre oubliée. Donc c'est très sympa, c'est violent, c'est violent plutôt que violent, c'est violent, et ça montre du coup l'impact du combat sur des jeunes gens. Reste que la série part dans des directions parfois étranges, il y a un discours par exemple pro-polygamie. Dans l'animé, j'ai pas du tout compris d'où ça sortait, mais il y a ça dedans. Voilà. D'accord. Sachant qu'il a un peu du mal aussi à rester dans sa trame, il part un peu dans tous les sens par moment. À noter cependant la présence d'un personnage homosexuel qui n'est ni moqué ni loufoque. Et ça déjà c'est rare. Alors bien qu'il ait aucune histoire d'amour finalement réellement, c'est finalement très très rare dans les productions japonaises d'avoir des personnages gays et qui sont ni moqués ni totalement tarés. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est une triste réalité et c'est pour ça que je voulais juste dire que voilà, dedans il y a un personnage qui est gay et c'est tout. Donc finalement c'est une série qui prend des risques, qui est plutôt si tu veux moderne dans ce qu'elle fait. Elle est intéressante mais imparfaite à bien des égards. Mais ça reste sympathique. D'accord, ok. Super. Et je finirai sur ma préférée, Gundam MS-8 Team. Sous ce nom barbare se cache ma série de Gundam préférée, du coup. Ce qui est étonnant étant donné qu'elle c'est celle qui est le plus éloignée des autres finalement. Nous suivons ici un groupe de soldats dans la jungle qui tentent de percer les lignes ennemies tout en ravitaillant et reparant leurs armures mobiles. Donc il y a des vibes un petit peu guerre du Vietnam tout en restant un petit peu léger. Non sans moment un peu plus hardcore quand même parce que c'est Gundam, faut pas déconner. Donc ici, il n'y a pas de Gundam surpuissant qui élimine 5 ennemis avec des lasers, non. Ici, c'est juste un petit groupe qui va tenter des actions de guérilla dans une zone de guerre. C'est une série de 12 épisodes en OAV. C'est très bonne facture, l'animation est très bien. C'est très cool. Et honnêtement, même si on n'aime pas spécialement Gundam, c'est une série super sympa. Moi, personnellement, j'adore l'ambiance réaliste de cette série. Et, alors après, elle reste extrêmement difficile à se procurer en bonne qualité, que ce soit légalement ou non. C'est-à-dire, même si on a envie d'acheter les Blu-ray, je crois qu'il y a une édition Blu-ray ou DVD italienne qui traîne quelque part, mais c'est à peu près tout. D'accord. Mais ça peut être une belle porte d'entrée dans ce monde-là, du coup, puisque c'est un peu plus réaliste. Tout à fait. Et comme je disais, comme c'est des OAV, c'est que 12 épisodes, donc la plupart des séries Gundam ont 50. Même nombre, c'est plutôt cool. Par rapport à ça. Voilà. Et du coup, 12 c'est bien. Et comme je disais, c'est très cool. Et moi j'aime beaucoup. Et j'en ai une petite dernière au début. Dis donc. Eh bien... Du coup, ce sera Gundam 0083 Stardust Memory. Putain. Ils aiment bien les noms à rallonge. Oui, ils aiment bien. Qui est une série d'OAV. Donc les OAV, je l'avais déjà dit dans ma chronique précédente sur Shinichiro Watanabe. Oui. C'est donc destiné au marché vidéo. Du coup, c'est souvent de meilleure qualité puisqu'ils ont plus le temps de bosser. Gundam 83, on va appeler Gundam 83, ce sera plus simple. Ça fait suite à l'histoire de la première série, donc avec Amuro, et suite à la fin de la guerre entre la Terre et les colonies, la paix, bien que tendue, règne. Jusqu'à ce que la Fédération, elle crée 2 Gundam atomiques, donc extrêmement dangereux, parce qu'il faut savoir que la plupart des Gundam, ils sont soit avec du carburant, soit autre chose, mais là par contre c'est Gundam atomiques, donc ça rigole moins. Et du coup, les rebelles, des rebelles des colonies vont en capturer un, et du coup, on suivra le pilote du second, qui pour une fois est compétent, dans le sens, c'est un jeune homme, c'est plus un ado, c'est un soldat, c'est plus un civil, et honnêtement, c'est rafraîchissant, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un dans le bousin qui sait ce qu'il fait. L'animation du coup est sympa, c'est court, parce qu'il me semble qu'il y a 12-13 épisodes, pareil, c'est agréable. À noter, du coup, il y a la participation de Shinichiro Watanabe, comme je l'avais dit dans mon épisode la dernière fois, au storyboard. Ah ouais. Ce qui est un gage de qualité. C'est clair. Ce qui est un gage plutôt de qualité. Et du coup, c'est une série, faut pas non plus vous attendre à des miracles, mais c'est une série qui est très sympa, et encore une fois, pour commencer, c'est pas si mal que ça. C'est même plutôt cool.
Donc voilà, je suis pas très rentré dans le détail pour ne pas effrayer les néophytes, parce qu'effectivement j'aurais pu parler des particules Minovsky, des particules qui permettent de créer une fusion nucléaire stable grâce à un isotope rare d'hélium, l'hélium 3, et qui révolutionne la guerre. Voilà. Oh putain. J'aurais pu parler des New Type, la prochaine évolution de l'être humain suite à la vie dans l'espace, théorisée par un homme politique. Lui-même sera abattu par les forces terriennes, car ça remet en cause leur suprématie culturelle dans le système solaire. Voilà, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, de toutes ces petites subtilités, de ces bonnes idées contenues dans les séries Gundam, mais j'aurais pas le temps, ni les connaissances pour le faire, parce que j'ai beau être un fan, je suis pas non plus le mastermind. Ça fait un super bon teasing, on va dire, surtout. Parce que là, les dernières phrases que tu nous as dit, on est là à faire waouh, ça a l'air génial, trop cool, faut absolument que je le voir. Voilà. Ouais, il y a plein de trucs, Mais c'est ça qui est intéressant justement, parce qu'en fait il y a plein de petits trucs que t'as envie de savoir un petit peu. Donc globalement, pour résumer, moi j'aime Gundam, certaines séries plus que d'autres, mais elles portent tout un message d'unité et de futilité de la guerre. Une série qui cherche à expliquer les motivations de chacun des camps sans oublier d'être fun. Parce que bon, soyons sérieux, 2 gamins qui se tirent dessus, c'est pas bien rigolo, mais 2 mastodontes mécaniques de 20 mètres de haut dont les balles de fusil font la taille d'une Twingo, ça pète quand même carrément plus. Sachant qu'on peut toujours mettre 2 gamins dedans. Dans la Twingo. Exactement. Donc du coup, pourquoi bouder son plaisir voilà. Parce que nous, on aime après tout les gamins qui se tirent dessus. Yes, vive les enfants soldats. Et continuez à regarder nos épisodes aussi. Mais du coup, j'ai une question. Oui. Parce que du coup, voilà, tu m'as super donné envie. Et s'il y en a une que je dois voir au-dessus des autres, ce serait laquelle de série? Comme je disais, c'est un peu compliqué, ça dépend ce que tu attends de la série. Toi, celle que t'as préférée le plus. Ça dépend. Vraiment. Ouais. Comme je disais, moi c'est la MS 8 Team. MS. Donc la MS 08 TH. MS 08 TH alors. 8 Team. Et c'est une de mes préférées. Sinon, comme je disais, la 0083 Stardust Memory est plutôt cool aussi. Après, ça reste des séries un peu spin-off. Donc c'est pas vraiment ce que la plupart des Gundam sont. Parce qu'il y en a énormément de Gundam. Va y avoir Gundam, du coup, Gundam normal, Mobile Suit Gundam. Ensuite, t'as Gundam Z, Gundam Zeta, Gundam ZZ. Tu vas avoir Gundam Seed Destiny. Va y avoir aussi Gundam X, Gundam 00. Il y a énormément de séries qui ont toutes leurs petits trucs à elles. Mais globalement, je te conseillerais de commencer par des œuvres un peu plus récentes, histoire de t'intéresser un peu. Ok. Donc soit MS08 comme je disais qui est très qualitative mais qui date des années 2000 à peu près, soit sinon il y a Gundam 00 qui est plutôt cool. Il me semble qu'on m'avait conseillé de rentrer par là aussi, même si j'ai pas encore commencé à regarder. Parce que c'est une série qui est récente, qui reprend pas mal de codes sans pour autant rentrer dans la grande histoire. Ouais. Il y a Gundam Unicorn qui est aussi une très récente, mais elle par contre elle rentre à fond dans l'histoire, du coup si on connaît pas Gundam on comprend rien. Ah oui. Donc okay. Soit Gundam 00, soit 0083, soit MS8. Ok, MS08. Ok, ça marche. Voilà. Sachant que moi j'avais été du coup comme je disais au Japon avec un de mes amis du coup qui connaissait pas du tout Gundam et qu'on avait absolument rien à cirer, mais pour autant on a été dans le musée à Odaiba du coup auprès de la statue géante et il y avait plein de Gunpla, mais genre quand t'as des belles figurines qui sont bien peintes comme il faut et tout, avec des designs qui sont sympas et tout, en vrai ça claque bien. Sachant qu'en plus de ça, il y a aussi des championnats du monde de Gunpla, où en fait ils prennent plein de pièces de plein de Gundam différents pour en faire en fait un nouveau. Ah ouais. Alors, par exemple, il y a l'année dernière, je crois que c'était un Français qui a fait un espèce de grand serpent Gundam en fait globalement, avec plein de petites pièces et tout, c'était super stylé. Et il y a vraiment des trucs super classe avec du coup les designs Gundam tout ça. Donc il y a pas que les séries, maintenant c'est limite plus des jouets que vraiment une série avec un scénario cool quoi. Okay. Mais moi je me rappelle de certains magasins au Japon où c'est pas quelques rayons, c'est toute une partie du magasin de maquettes qui est consacrée à ça. Quasiment tous. Par contre, moi je sais que j'ai galéré pour trouver celle que je voulais. Ah ouais. Parce que moi je voulais le Tolgiz qui est même pas un Gundam, c'est l'armure mobile d'un des ennemis de Gundam Wing. C'est pas non plus le truc le plus connu ou le plus aimé. Putain, j'ai galéré. Alors par contre des Gundam Wing et tout machin, t'en as tour de bras quoi. Ok. Mais par contre t'as aussi des Gundam, des Gunpla, c'est genre ils vont coûter peut-être 150 balles, un truc comme ça, et qui font bien 20-30 cm de haut quoi. Des espèces de gros mastodontes, genre où tu fais genre oh, putain c'est trop classe. Merci Maxime du coup pour toutes ces infos. Mais non c'est moi, merci de notre écoute. Mais de rien, c'est toujours un plaisir de t'avoir et d'avoir ton savoir
dans Japanimation parmi nous. Certes. Tu sais que d'après une petite statistique, tu as autant fait de chroniques sur le jeu vidéo, et généralement sur des jeux vidéo japonais en plus, que sur des animés japonais. Donc en fait, t'es vraiment notre spécialiste Japon. Voilà, en fait, et la prochaine fois, genre je vais parler d'un truc norvégien. Vous allez rien ça. comprendre. Ce serait trop bien. Mais c'est cool du coup. Merci du coup encore une fois à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci du coup à toi Romain d'avoir fait ta première chronique. Félicitations encore une fois. J'espère qu'on te reverra très très vite. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas trop. Je regarderai un petit peu le doodle et aussi mon état de santé mentale et je vous redirai ça. Ça compte. Faut pas forcer la bête. Exactement. C'est clair. Ouais, n'en fais pas trop, Marc. Sachant que je viens de me souvenir d'un truc qui a un rapport un petit peu avec les armes, tout ça, c'est qu'il y a une série Gundam qui s'appelle Gundam G, où du coup il y a un Gundam français. Donc dès qu'il arrive, déjà t'as des pétales de rose partout, mais qui utilise une rapière. Oh, aussi. Comme quoi. Et évidemment, il est blond aux yeux bleus parce qu'il est français. Et comme quoi, tout est lié. Malgré tout, on arrive toujours à lier l'ensemble des épisodes et des chroniques dans les épisodes. Et c'est ça qui est fantastique. Extraordinaire. Et ce qui est d'autant plus fantastique, c'est que vous nous suivez tous également, chers auditeurs. En tout cas, du moins, je l'espère. Je n'ai aucune idée de quand cet épisode sera diffusé. Probablement en plein milieu du mois d'août, car il s'agit de l'épisode numéro 18, quand même 18 épisodes, alors que nous sommes en réalité le 19 juin 2020. Je tiens à le préciser quand même parce que c'est important aussi que vous gardiez une trace de le contexte, véritable temporalité, notre temporalité à nous, celle du présent, non pas celle du futur. Et je m'égare, c'est un signe de fatigue. Et du coup, je vous souhaite à tous. Parce qu'il faut voir le temps comme un plat de spaghettis. Ouais, non mais c'est ça. En fait, j'ai pas mangé non plus, donc j'ai dans un état second en fait, chers auditeurs. Et dis au revoir, Marc. Au revoir à tous. Et dis au revoir, Marc. Au revoir, Marc. Au revoir, Marc. Au revoir. Bonne nuit, Marc. Repose-toi bien, Marc. Merci. Ciao. Et donc il y a des outils pour nous aider dans le jeu. Désolé, il y a mon chat qui vient de m'emmerder. Pas de soucis. C'est chiant. Fais-lui un poutou pour nous. Saleté.